musicologue Éric Flynn. Salut tout le monde, bienvenue dans une émission un petit peu spéciale, oui effectivement, parce que on a le 3 juillet qui est la fête de Québec, fondée en 1608 par Samuel de Champlain, mais aussi le 3 juillet est une autre date, beaucoup plus triste celle-là. Le 3 juillet, c'est en 1971, nous quittait un des plus grands artistes, une des plus grandes vedettes de l'histoire de la musique, et on parle de Jim Morrison, bien sûr, le chanteur des Doors, qui était un sex symbole à l'époque, qui était un artiste à l'état pur. Lorsqu'on parle d'un artiste à l'état pur, tu sais, le gars, il fait pas de la musique, il écrit pas de la musique pour se faire de l'argent, mais c'est vraiment là qui fait partie des artistes à l'état pur. Et oui, il y en a plusieurs qui sont comme ça. Et c'était vraiment un marginal pendant une époque marginale aussi. On est dans l'époque là de la musique psychédélique, le Peace and Love, le Flower Power. Alors, c'est ça, et c'était une année où c'était le début du gros rock and roll, et également le rock and roll dans le sens rock. C'était après l'invasion britannique, après le rock and roll des années 50, les grosses années d'Elvis. Donc, on arrivait avec une nouvelle génération musicale. Et là-dedans, il y avait bien sûr les Janis Joplin, les Jimi Hendrix, Alice Cooper qui arrivait, Black Sabbath arrivait. Il y avait les Mamas and the Papas. Donc, c'était une nouvelle génération qui commençait à s'installer et qui allait en même temps guider un peu les prochaines années, la fin des années 60 et le début des années 70. Malheureusement, beaucoup vont décéder, dans les Mamas and the Papas, Mama Cass qui va nous laisser, qui va nous quitter. Également aussi Janis Joplin. Et elle va apprendre c'est en 1970, elle va apprendre en septembre que Jimi Hendrix est décédé d'overdose. Il s'est étouffé dans sa vomissure. Et là, elle va dire, comment est-ce qu'il a fait pour se rendre de même? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Elle va faire presque pareil un mois plus tard aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle la malédiction des 27 ans qui a pris beaucoup d'ampleur avec les 3 J, Janis, Jim et Jimmy. Alors on est en septembre, Jimi Hendrix qui nous quitte, le 1er J, à l'âge de 27 ans, qui est une vedette, qui est une légende aujourd'hui. Même les 3 sont 3 légendes. À cette époque-là, c'était reconnu étant le meilleur guitariste de son époque. Donc, Jimi Hendrix, qui était le plus peace and love de tous les peace and love, le gars qui a été forcé à aller dans l'armée et il voulait rien savoir de porter une M16, lui, et il préférait aller au Vietnam et avoir une guitare plutôt qu'une M16, et c'est ce qu'il va faire, qu'il va être renvoyé de l'armée. Mais il voulait rien savoir, il voulait pas tuer personne, lui, là. C'est un gars de paix et d'amour. Alors, c'est ce qui va arriver. Et Jimi Hendrix, malheureusement, avec les consommations de n'importe quoi, de l'acide et ainsi de suite, il va nous quitter en septembre 71. Un mois plus tard, ça sera Janis Joplin, qui était la première dame du rock, une pionnière, qui, elle, ne l'a pas eu facile dans le monde musical, qui, elle, a ouvert la porte à toutes les chanteuses jusqu'à aujourd'hui. C'est elle qui a ouvert la porte vraiment dans le monde du rock. Oui, il y a eu Suzi Quatro, qui était dans un groupe quelques années auparavant, et que c'est elle qui a pris la relève de Janis Joplin après son décès. Et ensuite est arrivé les Runaways, les Pat Benatar et ainsi de suite, les Lita Ford, Joan Jett, les sœurs Hart de Hart. Donc, une armée de filles qui vont faire de la musique jusqu'à aujourd'hui. Ça sera commencé. Il y en aura une qui a rouvert la porte, et c'est Janis Joplin, qui a fallu qu'elle vive comme un gars. Elle était vraiment un gars manqué. Il fallait qu'elle fasse ça pour pouvoir percer dans le monde où la femme était écoute, toi t'es une fille, tu chantes du pop. Tu fais pas de rock, les filles font pas de rock, voyons donc. Mais elle, il a fallu qu'elle se batte vraiment dans ce milieu-là pour faire sa place dans le monde du rock. Et elle agissait en gars, elle marchait comme un gars, elle mâchait de la gomme comme un gars, elle crachait à terre. C'était vraiment là, c'était loin d'être une princesse là. Et on a été
très, très dur envers elle aussi dans l'industrie, au point que il y a un magazine en 1968 avait sorti le chanteur le plus laid de la musique. Ben, on l'avait mis en première position, Janis Joplin, tu sais. C'est une fille. Donc, c'est sûr, c'était pas une fille sexy non plus, là. Mais c'est justement, c'est avec tout ça que ça a permis justement à ouvrir la porte, parce que on aurait peut-être, sans Janis, la place des femmes dans le monde du rock, ça aurait peut-être été retardé de 10 ans, là, facilement. Fort probable, on n'aurait jamais connu les Runaways, plus tard les Suzy Quatro, les Runaways, peut-être même Pat Benatar. Donc, il aurait peut-être fallu attendre au début des années 80 pour avoir les premiers groupes, les premiers rockers de l'histoire de la musique. Mais bon, la pionnière, la première dame du rock, ben c'est Janis Joplin, qui elle est la deuxième J. Hein, deuxième G, après Jimmy, c'est Janis, et en 1970. Et là, ben, il faut aller en juillet 1971. Ben là, cette fois, c'était Jim Morrison, le 3 juillet, qui est le troisième J, qui était la vedette des Doors, qui était, comme on disait, le sex symbole vraiment dans le monde de la musique, qui était un grand représentant de la musique psychédélique, qui fait partie de cette génération-là, donc qui est un des représentants aussi de la génération de cette époque-là. Et lui aussi à l'âge de 27 ans, tout comme Jimmy et Janis, qui est décédé à l'âge de 27 ans. On dit que c'est une crise cardiaque. J'ai de dire, oui, on dit que c'est une crise cardiaque. On va voir tout ça là, dans l'émission. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qu'il y en est du décès de Jimi Hendrix? Donc, on va raconter. On n'aura pas de musique aujourd'hui, donc, tu sais, ça donne à rien de commencer à faire jouer Like My Fire et ainsi de suite. On est là pour parler des dernières heures de Jim Morrison. Donc, effectivement, ben c'est ça, il est enterré au cimetière Père-Lachaise le 7 juillet. Il y a un mystère autour de son décès. C'est la raison pour laquelle que je disais, bon, crise cardiaque, mais je le dis entre guillemets. Mais on va reculer un petit peu. On va enlever... Il y a un mythe autour de Jim Morrison lorsqu'il était vivant, qu'on tient encore aujourd'hui, qu'on fait croire, qu'on l'a mis même, on a mis cet extrait-là, on l'a fait même présenter dans le film d'Oliver Stone, au début des années 90, là, le film des Doors. Mais sauf que c'est complètement faux. On va s'en aller en novembre 1969 à Miami. Et il y a le fameux concert où Jim Morrison va montrer sa bite devant tout le monde. Et c'est ça. Et un qui était bien placé, c'est John Densmore. John Densmore, le batteur, tu sais, il était en arrière de lui, là. Tu sais, je pense qu'il était mieux placé que tout le monde. Et il avait raconté ça, et ça, c'est validé par le band, c'est validé par les gens autour, ça n'a jamais arrivé. Jim Morrison a fait semblant de vouloir sortir sa bite, mais il l'a jamais sorti. Et comme disait John Densmore, le batteur des Doors, il dit, écoute, puis ça, c'était un des derniers concerts à vie du groupe, là. Comme il disait, il dit, écoutez, il y avait 10 photographes devant la scène et sur le côté. OK? Il y a personne qui a eu une photo, qui a été capable de prendre une photo de sa bite. Et, tu sais, puis le monde sur place, personne a vu ça. Il y a eu quand même 2 ans de procès là-dessus, mais sauf que personne, il n'y a jamais eu, Jim Morrison n'a jamais montré sa bite sur scène. Et ça, c'est confirmé par le groupe, c'est confirmé par les gens autour. Comme disait Densmore, il y avait 10 photographes, là. T'sais. Ça n'aurait pas été long qu'un photographe aurait pris une photo. Il y aurait eu un cliché de ça. Et c'est drôle, mais personne n'a une photo de ça. Donc, avec 10 photographes, personne n'a été capable là, de prendre une photo. Donc, ça serait vraiment... Ça serait faux, là, tu sais. Mais on a toujours gardé ça. Donc, on s'en va en 1971. On est dans les derniers jours, des derniers mois, dernières heures de Jim Morrison. Ben, c'est l'album LA Woman qui va sortir en avril 71. Et en même temps, ben, il va décider de quitter le groupe. Pour devenir poème. Il fait l'annonce durant l'enregistrement de la pièce Riders on the Storm. Donc, il annonce au band que lui, il va quitter le groupe et puis tout simplement. Et il va quitter Los Angeles
pour aller s'établir à Paris. Parce que, bon, Pamela Courson, sa blonde, elle est là, Pam, qui sera sa complice jusqu'à sa mort. Ben, elle est là depuis 3 semaines à Paris et il s'en va la rejoindre. Ils vont sous-louer un logement en coloc avec la mannequin Elisabeth Larivière pendant 4 mois. Ça se trouve, ce logement-là, il se trouve être dans le quartier Le Marais à Paris. Ça, c'est pas loin de Notre-Dame de Paris et place de la Bastille, pour situer les gens là qui sont déjà allés à Paris ou les gens qui sont en Europe. Donc, et pourquoi Paris? Ben, c'est la ville, pour lui, c'est la ville des poètes. Bon, Charles Baudelaire et plusieurs autres, Oscar Wilde, vraiment, tu sais, puis qui voulait faire comme eux, tu sais. Le gars était très, très, très poétique. Puis en même temps aussi, il veut terminer son film L'autostoppeur meurtrier. Carrément. Bon, parce que il veut refaire un peu de cinéma du côté de Paris pour tenter de terminer son film. Alors, parce qu'il était cinéaste aussi, là, lorsqu'il était plus jeune, avant de faire de la musique. Sauf qu'il succombe de plus en plus vers l'alcool. Alors là, il tombe de plus en plus vers l'alcool. Et lorsque, bon, il va chanter avec des musiciens dans des cafés, on voit tout de suite que son son est court. Il a le souffle très court. Il crache du sang, il respire très fort. Il était aussi asthmatique. Hein? Donc, il était en train de se tuer à petit feu. Là. Tu sais, ça se voyait. Là. Et il avait peut-être plus le corps d'un homme de 75 ans, alors qu'il n'avait que 27 ans. Là. Le 14 juin, il va appeler John Densmore, le batteur du groupe, et il lui parle tout simplement de refaire un autre album ensemble. Puis en même temps aussi, il s'informait des ventes de LA Woman. Donc, c'est ça. Et il y a son docteur, il va rencontrer son docteur et... tu sais, puis là, ben, avec le mélange, avec le mélange de son asthme, avec le mélange de tabac, avec le mélange d'alcool, ben lui, il lui conseille d'aller faire un petit voyage, là, puis se faire une petite santé. Donc, il va partir avec Pam pendant 2 semaines. Il va aller en Espagne et en Europe, et tout semble bien aller. Il est en paix avec lui-même, tout va bien, et puis il va revenir à Paris dans le coin du 3 mai. À l'hôtel. Donc, c'est ça. Et là, il va... tu sais, le but était de retourner à Paris parce que il y avait son idole qui était Oscar Wilde, qui était un autre exilé, un autre artiste qui s'est exilé en France, à Paris. Alors, et là, il voulait aller dans cet hôtel-là. Donc, pas loin du Louvre, et c'est le même hôtel où avait habité Oscar Wilde. Donc, c'est ça, tu sais, puis c'était un poète, écrivain, exilé comme lui, tu sais, c'était bien symbolique pour lui. Alors, il s'en va à cette chambre-là, et il se met ami aussi, pendant le voyage, avec l'ancien amant de Pam, qui se trouve à être Jean de Breteuil. Jean de Breteuil, ça, c'est un conte, et il était le mari de Marianne Faithfull. Donc, c'est ça, Marianne Faithfull, elle a eu... 2-3 chansons qu'elle a fait. Une chanson qui a marché beaucoup. Elle a eu une relation avec Mick Jagger. Également, c'est elle qu'on entend dans la pièce de Metallica, The Memory Remains. La dame qu'on entend puis qu'on voit dans le vidéoclip, ben, c'est elle. Marianne Faithfull. Elle est décédée en 2025. Donc, c'est ça, et ça, c'est la femme de Jean de Breteuil. Et ils se tiennent à un endroit, ça s'appelle le Rock and Roll Circus, du côté de Paris. Jean de Breteuil, lui, par exemple, c'est un pusher. C'est un conte, mais un pusher. Et c'est lui qui fournit l'héroïne à Pam, à Pamela, et elle devient accro de ça complètement, là. Et c'est là que Jim Morrison va commencer à consommer de l'héroïne, parce qu'il consommait pas bien de l'héroïne. Il prenait un peu de l'acide à l'époque, et consommait de l'acide, de la marijuana, mais c'était surtout l'alcool que Jim Morrison consommait. Mais il ne touchait pas à des drogues fortes comme justement l'héroïne ou la cocaïne, ça, il ne touchait même pas à ça. Là, on va s'en aller, on va aller faire un petit voyage dans le temps. On s'en va au 30 juin 1971. C'est Jim Morrison qu'on va entendre avec des musiciens tout simplement comme ça qu'il avait rencontré sur la rue. Et puis, c'était un gars qui était très accessible. Là, hein? Il n'y avait pas de garde du corps. Il n'y avait pas les moyens non plus d'en avoir. Là. Il y a ça. Et on va entendre le tout dernier enregistrement à vie
de Jim Morrison. Vous allez comprendre pourquoi que sa voix était maganée, le souffle court et ainsi de suite. Il était vraiment magané, là. Donc, c'est ça, on s'en va le 30 juin 1971, la toute dernière fois qu'on a sur de type enregistrement de Jim Morrison. Ready? Now, listen, I got a favorite. I wrote this myself. Well, I used to know someone fair. She had orange ribbons in her hair. She was such a trip, she was hardly there, but I love her just the same. Ouais, le gars était magané, hein? Vraiment, là, c'était vraiment... Bon, c'était la dernière fois qu'on entendait sur enregistrement la voix de Jim Morrison. On s'en va le 2 juillet maintenant, 1971. Bon, le 2 juillet, dans l'après-midi, il s'en va dans un café à la place de la Bastille avec un de ses amis, Alain René. Et lui, il va raconter que ça n'a pas de bon sens. Il dit que Jim, il tousse sans cesse et il y a une crise de hockey en plus. Puis il s'inquiète vraiment pour sa santé. Il dit non, il file vraiment pas, là. Et en soirée, selon la déposition de Pamela, ils vont passer la soirée ensemble. À 21h, ils vont aller manger. À 22h, ils vont aller au cinéma, aller voir La Vallée de la Peur. Et vers 1h du matin, ils vont écouter de la musique jusqu'à 3h. Il y a Pamela, elle dit que, bon, elle s'est fait réveiller par la respiration de Jim. Il était 3h30 du matin. Et elle lui suggère de demander de l'aide, mais il veut pas. Donc, il va à la salle de bain, il se fait couler un bain, et à 6h, elle se réveille, et elle voit qu'il n'est plus au lit. Donc, elle va voir à la salle de bain, et elle pensait qu'il la niaisait, et là, c'est là qu'elle réalise que elle est morte, qu'il est mort. Donc, elle va téléphoner à Alain René, justement, pour savoir quoi faire, parce que, tu sais, la fille, là, c'est une junkie, là, tu sais, faut pas oublier ça, là. À 9h21, elle l'appelle les ambulanciers, OK? Et à 9h45, il y a la gendarme qui arrive et prend la déposition. Et c'est ça, puis il y a un médecin qui va arriver à 18h et déclare un décès par arrêt cardiaque, une mort naturelle. Ce qu'on va entendre, ça sera un des ambulanciers qui va nous raconter comment ça s'est passé sur place lorsqu'il est arrivé, et puis très intéressant. Alors, on va écouter un des ambulanciers qui était sur place lorsque Jim Morrison, il était le premier secouriste, dans le fond, arrivé sur place lorsque Jim Morrison est décédé. Nous sommes arrivés, il y avait donc un homme d'une corpulence assez forte qui était étendu dans la baignoire. Il était donc la tête de ce côté-là, ça j'en suis certain, et la tête rejetée en arrière. Son bras ici, qui était reposé sur le bord de la baignoire. L'eau était tiède, mais tiède, on va dire 30 degrés. C'était pas de l'eau chaude. L'eau était tiède. Elle était un petit peu rosée et il y avait du sang qui avait coulé. Ça se voyait de sa narine droite. Donc ça voulait dire qu'il avait perdu déjà un petit peu de sang. C'était quand même mauvais signe. Donc nous avons pris le corps et nous l'avons transporté dans la chambre que nous a indiqué donc la jeune femme qui était là. Nous avons donc transporté le corps dans la chambre et je l'ai fait étendre par terre, où nous avons donc commencé le massage cardiaque, et très rapidement on s'est rendu compte que la mort était certaine, qu'il était mort, qu'il n'y avait rien à faire. Donc à ce moment-là, j'allais pas le laisser par terre, je l'ai donc fait déposer sur le lit. Donc, effectivement, et puis lorsqu'il raconte la tête d'un côté, faut dire qu'il y avait la tête du côté de la champlure. Donc, je vous laisse avec une réflexion là-dessus. Quand vous prenez un bain, est-ce que vous avez la tête du côté de la champlure? Poser la question, c'est d'y répondre. Hein? Pensez à ça.
Donc, et là, ben, dans le certificat de décès, on écrit Douglas Morrison, hein? Parce que, bon, on veut pas que la nouvelle sorte tout de suite, on veut pas qu'il y ait des... Tu sais, que l'histoire sorte tout de suite, c'est ça. Donc, il n'y a que John Sidons, qui est le gérant, et les 3 membres du groupe qui sont au courant. Mais il y a un journaliste français qui a eu une fuite, on ne sait pas par qui, mais lui, ben, il a téléphoné à une radio à Luxembourg et il a annoncé le décès de Jim Morrison, mais au conditionnel. Donc, c'est ça. Mais là, les rumeurs ont commencé et là, il n'y a personne qui peut voir le corps dans le cercueil. Et Jim Morrison, qui voulait être enterré en campagne, mais par faute de place, ils ont dû opter pour le cimetière Père-Lachaise à Paris. Et il sera au cimetière dans son nouveau royaume, son dernier royaume, le 7 juillet 1971. L'enterrement est devant 5 personnes. Ça va durer 8 minutes. Il n'y aura pas de prêtre. Il y a Pam qui va réciter un poème, petit poème qui a été de Severed Guardian, qui a été joué par les Doors. Ça, c'est un poème de Tommaso Giovanni Albione, qui est né le 8 juin 1671 à Venise. Donc, c'est ça, et on fait l'annonce officielle le 9 juillet. Ça, c'est la version, OK? On fait l'annonce au public, je voulais dire. Et ça, c'est la version officielle. Bon, OK. Voici la version maintenant de plusieurs témoins, OK? Là, il faut dire que lorsque les gendarmes ont pris la déposition de Pamela, faut pas oublier que Pamela, elle était gelée. C'est une junkie. C'est une fille qui était pas fiable. Puis ça, faut vraiment pas oublier ça, là. OK? Faut vraiment pas oublier que la fille, là, c'est pas ce qu'il y a... Tu sais, tu peux pas te fier sur elle, là, tu sais. Fait que elle était maganée, elle était gelée, puis sûrement qu'elle savait pas ce qu'elle disait. Mais c'est la version que les gendarmes ont dû prendre parce que il n'y avait qu'elle sur place. Donc, on pouvait pas prendre la version de d'autres personnes. Il y avait personne d'autre. Il n'y avait qu'elle. Donc, la version de plusieurs témoins maintenant. Ben, on dit que Pam et Jim ont passé la soirée à un bar, ça s'appelle La Bulle. OK? Il y a une personne qui informe le DJ que Jim Morrison est décédé dans la salle de bain. OK? Et dans ce bar-là, à La Bulle, là, il y a plein de poucheurs, il y a plein de monde qui sont croches, là, tu sais. Donc, là, on s'est posé la question, OK, là, il est dans la salle de bain, il est assis sur une bolle, et il est mort. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Faut pas parler à la police. Moi, il n'y a pas question, tu sais, que la police commence à se mêler. Les gendarmes vont venir ici, et puis, non. Il n'y en a pas question parce que, bon, nous autres, notre drogue, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'emmener chez lui à place. Hein? Il y a le comte, il est en compagnie ce soir-là avec Marianne Faithfull et le comte Jean de Breteuil. Alors, on décide d'emmener Jim Morrison à l'hôtel, et puis on le sort de là. Donc, c'est ça, il s'est effondré carrément où la cuvette, dans le fond. Alors, mais tout le monde reste muet là-dessus, hein. Ce qui arrive aussi, ben, c'est ça, on va l'emmener chez lui, et puis là, on va le mettre dans un bain. Parce que, on dit que, bon, c'est que le bain va créer un choc, et c'est ce que les gens qui consomment beaucoup de drogue, c'est ce qu'on fait à des gens qui prennent beaucoup de drogue, on les met dans un bain pour créer un choc vraiment, là, tu sais, à l'eau froide. On les met dans l'eau froide et ça va faire vraiment un traitement de choc. Et c'est la raison pour laquelle que je crois un petit peu plus à cette théorie-là, parce que ils ont mis le corps de Jim dans le bain. Alors, ils se sont pas souciés, tu sais, si la tête était du côté de la champlure, donc ils l'ont mis là. C'est la raison pour laquelle que ça, c'est un détail qui est très important. La question que je vous ai posée tantôt, quand vous prenez votre bain, est-ce que vous mettez votre tête du côté de la champlure ou à l'autre bout? C'est pas mal tout à l'autre bout, hein? Le comte de Jean de Breteuil, de Breteuil, lui, dès le 4 juillet, il va se sauver au Maroc avec Marianne Faithfull. Il va décéder un an plus tard d'overdose. Là-dessus, ben, on garde le silence un peu, hein? Tout le monde garde le silence sur l'état
d'état de Jim Morrison lorsqu'il est décédé. Donc, personne ne peut parler. Il y a Pamela qui va mourir de chagrin 3 ans plus tard. Elle s'en voulait. Hein. Elle s'en voulait. Les 3 dernières années de Pamela, elle va s'en vouloir parce que elle va dire que c'est elle qui est responsable de sa mort. Et on disait que l'héroïne qu'elle avait consommée ce soir-là était à 90%. Pour vous donner une idée, normalement, de l'héroïne, c'est à entre 10 et 20%. Alors, imaginez que là, il y a de l'héroïne à 90%, ce qui est malade, là, tu sais, c'est énorme, là, c'est bien trop. Le cœur peut pas supporter ça. Alors, imaginez plus l'alcool, plus l'asthme, et plus la santé fragile qu'avait déjà Jim Morrison. Donc, c'est ça. Et, comme je vous disais, Jean de Breteuil va mourir 1 an plus tard. 3 ans plus tard, ça sera le tour de Pamela. Et il y a Marianne Faithfull qui, elle, en 2013, elle va briser le silence sur cette histoire-là. Vous avez ça sur la toile, sur Internet. Donc, Marianne Faithfull qui va carrément, elle confirme que l'héroïne était à 90%. Et c'est ça qui a tué Jim Morrison. Et elle accuse son ancien mari d'avoir tué Jim Morrison lorsqu'elle dit son mari, bien sûr, Jean de Breteuil. Donc, c'est un petit peu la grosse histoire et c'est ce qui s'est passé dans les dernières heures du groupe Les Doors de Jim Morrison. Le groupe qui, eux, bon, on sait, ça s'est pas mal terminé là. Il y a, bon, après ça, pour ce qui est des Doors, il y a eu le film d'Oliver Stone en 1990. Le groupe s'est reformé un peu, oui, avec le chanteur de... j'ai comment est-ce qu'il s'appelle donc? Bref, avec un autre chanteur. Bon, c'est ça. Chez Soul Century, il chante ça. The Cult. Non, pas The Cult. Merde. En tout cas, bref, avec un autre chanteur qui était dans un autre band aussi. Donc, ouais, c'est ça, c'est The Cult. Oui, effectivement. Donc, c'est un petit peu la petite histoire des dernières heures de Jim Morrison. Mon nom est Eric qui vous dit bye bye.